Niger, pouvoir de transition, que valent les jérémiades de la CEDEAO? Nous nous interrogeons ce matin. C'est un réel plaisir de retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'un blocus et donné une semaine putschiste pour libérer Mohamed Bazoum. Une intervention armée n'est pas exclue. D'ailleurs, ces derniers déclarent haut et fort qu'ils mèneront un combat et iront, on va le dire ainsi, bombarder la présidence nigérienne, libérer Bazoum et le remettre au pouvoir. Apparemment, c'est ça, ces gens-là travaillent pour la France. Eh bien, pendant ce temps, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par, justement, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta, ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un coup de force, affirmant qu'elle serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Cette mise en garde survient au lendemain de la menace d'usage de force proférée par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France, ex-puissance coloniale dans la région, accusée par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger de vouloir intervenir militairement. Dans un communiqué commun, les gouvernements du Burkina et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. On parle bien sûr de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que, on va le dire, l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ils ajoutent qu'ils refusent d'appliquer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes décidées à Abuja. Dimanche, il faut le rappeler également, les dirigeants de la CEDEAO ont fixé un ultimatum d'une semaine au pouvoir en place au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force si ce n'était pas le cas. Eh bien, on se demande bien, qui sont-ils pour s'ingérer dans les affaires du Niger? Ils ont également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres et le Niger et de geler les avoirs des responsables impliqués dans le coup d'État. Les pressions pour pousser les auteurs du 26 juillet à rétablir rapidement l'ordre constitutionnel s'accumulent, venant de l'ensemble des partenaires occidentaux du Niger, pays jugé essentiel dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ravagent certaines parties des pays du Sahel depuis des années. À se demander donc, depuis qu'on lutte justement contre ces djihadistes, où est le résultat? Allez savoir. Pendant ce temps, la France, jusqu'à preuve de contraire, déclare haut et fort qu'elle ne veut pas perdre le Niger, car le Niger est pour lui, on va le dire, le cœur de tout. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore. Niger, pouvoir de transition, que valent les jérémiades de la CEDEAO? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Keïe. Charlie Keïe, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Jocelyn Boss. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons mettre par le monde. Bonjour à tous ces milliers de personnes, des millions de personnes qui nous suivent. C'est moi qui vous remercie de cette honneur. Charlie Keïe, on va dire comme on le dit souvent au quartier, ça chauffe du côté de l'Afrique de l'Ouest précisément, au Niger, et surtout pour les membres de la CEDEAO, pour ne pas dire les larbins de la CEDEAO qui travaillent pour la France et surtout pour l'Occident. Ces derniers déclarent bombarder, s'il le fallait, la présidence de la République du Niger si, on va le dire, les militaires qui ont pris le pouvoir dernièrement ne remettent pas Bazoum à la tête du pays. Bien, c'est une situation assez scandaleuse, qui démontre en quoi suffit la longue marche que nous avons devant nous pour arriver à la libération et la totale souveraineté du continent africain. Mais avant de commencer l'analyse, il est important de planter le décor. Alors, qui est Bazoum aujourd'hui, dont la CEDEAO et toute la pseudo-communauté internationale autoproclamée, reprenant les mots de mon très cher et estimé frère Jean-Arthur Aoumou, paix à son âme, qui est véritablement Mohamed Bazoum? Mais Bazoum, c'est un terroriste. Il faut le dire très clairement et je vais vous démontrer pourquoi. C'est un terroriste sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, mais c'est également un terroriste pour sa population. Rappelons, et là encore, je cite le communiqué de presse du général Omar Tiani,
commandant de la garde présidentielle, qui est aujourd'hui l'homme fort de ce côté-là, il dit très clairement dans son communiqué de presse que le chef d'état-major, le commandant en chef, rappelons que selon la constitution du Niger, et c'est valable également dans la plupart des États de l'ancien précaré, alors du précaré français, la plupart des chefs d'État également officient en qualité de commandant suprême des forces armées. Alors, qu'est-ce que le général Omar Tiani dit? Il dit le commandant en chef des forces armées, parlant ainsi de Mohamed Bazoum, procédait à des libérations extrajudiciaires des terroristes capturés sur le théâtre des opérations. Écoutez bien, c'est le commandant de la garde présidentielle qui le dit, général de brigade. Il dit, le commandant en chef des forces armées, c'est son communiqué. Parlant du commandant en chef des forces armées, il parle de Mohamed Bazoum, procédait à des libérations extrajudiciaires de terroristes pris sur le théâtre des opérations, sous le motif que ceux-ci seraient les alliés. Bah, on a bien envie de rire. Donc Bazoum reconnaît, non seulement il procède à la libération des terroristes, des gens qui tuent son peuple, des gens qui tuent son armée, mais il les reconnaît comme étant ses alliés. Ça pose problème. Mais ça confirme également une sortie de Mohamed Bazoum sur un média français, où il disait très clairement, et je le cite, avoir les numéros de la plupart des chefs rebelles présents dans la bande sahélo-sahélienne. C'est dire fort opportunément comment, en réalité, ce président était en étroite collaboration avec un certain nombre de groupes et d'organisations terroristes aujourd'hui qui sèment la terreur dans le Sahel et également du côté du Niger. Ça, c'était le premier crime. Ça, c'est un crime. Et puis, vous allez voir que dans la plupart des discours, avant que celui-ci ne tombe, qui étaient faits par le président Mohamed Bazoum, il avait tendance à dénigrer, voire même à minimiser son armée. Pour lui, l'armée nigérienne était une armée qui n'était pas professionnelle, qui n'était pas aguerrie, et pourtant c'est cette même armée qui, justement, dans le cadre de ses missions régaliennes, participait justement à la protection non seulement du peuple en mourant sur le théâtre des opérations, mais également à la protection des institutions, dont lui-même en était une institution. Donc, quand vous sortez de là, vous allez analyser le prisme économique. On se rend bien compte que Bazoum, c'est de la pire espèce. C'est-à-dire que il n'a en rien les attributs d'un Africain. Comment vous pouvez expliquer que vous avez de ce côté-là une entreprise française qui s'appelle Orano, anciennement Areva, qui exploite l'uranium du Niger? Rappelons ici très clairement que l'État du Niger perçoit de la France, ou alors la France achète le kilogramme d'uranium à 27 000 francs à l'État du Niger. Écoutez bien, 27 000 francs le kilogramme d'uranium que la France achète à l'État du Niger. Comparativement à d'autres pays où cette même entreprise française est localisée, je parle ici des pays comme le Kazakhstan ou encore comme le Canada. Au Canada, comme au Kazakhstan, le kilogramme d'uranium, la France l'achète à 131 000 francs. Loin des 27 000 francs qu'elle baisse à l'État du Niger. Mais ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que les redevances au pays, c'est-à-dire que les bénéfices générés sur l'exploitation de cette matière première, quand vous analysez ce que la France reverse au Niger en termes de redevances, au Niger, il verse 5,5% de redevances. Or, cette même entreprise française, au Kazakhstan, il reverse entre 18,5 et 20%. Au Canada, il reverse entre 10 à 12%. Et pourtant, dans ces pays-là, ils n'ont pas le monopole de cette exploitation-là. Par contre, au Niger, ils ont non seulement le monopole de l'exploitation de ces matières premières, mais ils bénéficient en plus d'exonérations fiscales et douanières. Donc, comment est-ce que dans de pareilles conditions, le pays peut se développer lorsque le président n'a que de cette réalité du marché international, mais qui à la limite vend la principale matière première de son pays, parce que l'économie du Niger tourne principalement autour de l'exploitation de cette matière première. Vous voyez donc l'impact sur le panier de la ménagère, l'impact dont ce pays-là, rappelons que le Niger fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde. Et cela va encore plus loin parce que l'entreprise française aujourd'hui qui exploite l'uranium au Niger, et vous vous souvenez d'une émission où nous avons réalisé dessus, commet de ce côté-là une catastrophe écologique à nul autre pareil. Vous avez des dizaines, des centaines de villages du côté du Niger où les populations souffrent de maladies cancérigènes parce que l'entreprise Orano, anciennement Areva, déverse des millions de tonnes de déchets toxiques dans la nature. Avec le vent, les mouvements de vent et les radiations qui se font, et la radioactivité énorme, les populations aujourd'hui souffrent
d'importantes maladies cancérigènes parce que les matières premières qui les permettent aujourd'hui de fabriquer un certain nombre d'ustensiles domestiques, par exemple les marmites, les louches et bien d'autres choses, ils le prennent sur place. Or, l'environnement aujourd'hui est pollué. Ça fait que les marmites dans lesquelles on prépare, elles sont radioactives. Les champs ou alors les tonnes de déchets radioactifs qui sont jetés à l'air libre aujourd'hui contaminent les populations et que cela ne dérange... c'est une poussière jaune infinie. Sur des... Et cela ne dérange personne. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement, vous avez un ministre de la Santé qui ne se sent pas préoccupé par cette situation, vous avez un ministre de la Nature, de la Protection de la Nature et de l'Environnement qui n'est pas gêné par cette situation, vous avez un ministre de l'Intérieur qui n'est pas gêné par cette situation, vous aviez un premier ministre qui n'est... Donc, ça dit qu'en réalité, c'est un gouvernement de terroristes, avec un terroriste en chef à la personne de Mohamed Bazoum, qui aujourd'hui travaillait contre les intérêts du peuple nigérien. Et donc, ce n'est que justice aujourd'hui. Ce que dans les médias mensonges aujourd'hui, on appelle coup d'État, on appelle violation de l'ordre constitutionnel. En réalité, nous qui sommes africains, nous voyons la situation au Niger comme étant une révolution populaire. Parce que quand il parle de violation de l'ordre constitutionnel, pour parler de violation de l'ordre constitutionnel, il faut d'abord nous rassurer que véritablement c'est un pays qui était constitué. Est-ce qu'en Afrique, ce qui nous sert aujourd'hui, ce torchon qui nous sert aujourd'hui de constitution, est-ce que véritablement ce sont des constitutions? À quel moment les peuples africains se sont assis pour se constituer? Parce que c'est ça une constitution. Les peuples s'assiedent et décident de l'avenir de leur pays. À quel moment nous les Africains s'est assis pour se constituer? Ce que nous avons aujourd'hui comme constitution n'est qu'une émanation justement de la volonté alors de l'hégémonie de l'ancien maître colonial vis-à-vis de ces anciennes colonies. Alors, la plupart des États aujourd'hui qui arrivent à s'asseoir et à se constituer, comme la République centrafricaine, comme le Mali, sont en train de promulguer des nouvelles constitutions. Donc aujourd'hui, ce qui se passe du côté du Niger, c'est une révolution populaire qui démontre, ça suffit, le caractère normatif de ce peuple-là à vouloir véritablement se constituer. Quand j'ai fini de le dire, je prononce le cas de la CEDEAO. C'est quoi la CEDEAO? C'est une autre organisation terroriste, criminelle, il faut le dire. La preuve, c'est que vous verrez que la plupart des communiqués aujourd'hui, de la plupart de l'ensemble d'un certain nombre de pays de la bande sahélo-sahélienne, se désolidarisent clairement de ce communiqué de la CEDEAO. On a vu le communiqué du Mali, on a vu le communiqué du Burkina Faso, on a vu le communiqué de la Guinée-Conakry qui disent très clairement que les sanctions aujourd'hui qui sont prises par la CEDEAO sont non seulement illégales, illégitimes, mais en plus, elles sont inhumaines parce que véritablement, c'est de la criminalité. Comment vous pouvez prendre pareilles sanctions de nature même à nuire aux besoins primaires d'un peuple dont vous êtes censé défendre? C'est d'une cruauté à nul autre pareil. Quel est le rôle de la CEDEAO? Rappelons que les statuts, les lois et les règlements qui justement encadrent la CEDEAO ne permettent pas pareilles sanctions. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Cour de justice, la Cour africaine de justice et des droits des hommes avait sanctionné les décisions prises par la CEDEAO contre le Mali, disant que c'était des sanctions qui ne respectaient pas les statuts et règlements de cette communauté-là. Parce que nulle part, il est précisé à l'intérieur de la CEDEAO que cette organisation sous-régionale peut se permettre à édicter ou alors énumérer pareilles sanctions contre un autre État de cette même sous-région. La CEDEAO n'est pas souveraine. C'est-à-dire que la CEDEAO ne peut pas se prévaloir de la souveraineté d'un État qui constitue cette sous-région-là. C'est la souveraineté du Mali, la souveraineté du Niger, du Burkina Faso, c'est l'ensemble des souverainetés de ces États-là qui font ce qu'est la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui ne peut pas se substituer à un État souverain et édicter ou alors proférer des sanctions contre un autre État. Ça démontre, ça suffit, le caractère malicieux, mais même encore le caractère démoniaque de cette organisation. Parce que dans un esprit de logique, vous ne pouvez pas appeler un État qui en lui-même en rien n'est démocratique de venir jouer les médiateurs dans un conflit pour lequel vous dites que cet État-là est antidémocratique. Je prends un cas très simple. En quoi la situation qui prévaut aujourd'hui au Tchad est différente de celle du Niger, du Mali ou même encore du Burkina Faso? En quoi? Mais pourtant, vous verrez qu'on a l'impression que le Tchad est ménagé. D'ailleurs, le pays, on n'en parle jamais. Il n'a aucune sanction. C'est un pays exemple. C'est la démocratie en fait. On sait, Idriss Déby est arrivé au pouvoir par les voies démocratiques. Il a été élu par le peuple. Et vous voyez qu'un État comme celui-là aujourd'hui, il a été invité parce que lors du dernier sommet extraordinaire à Abuja, le Tchad faisait partie des États invités. On a bien envie de se poser la question, sur quelle base? C'est-à-dire, vous appelez un poutiste de venir changer notre poutiste, de venir conseiller notre poutiste selon vous? Mais ça n'a pas de sens. Vous comprenez très bien que cette CEDEAO a perdu toute crédibilité. Et donc, on comprend par là très bien qu'elle n'a ni les moyens, elle n'a encore ni la légalité, ni la légitimité de sanctionner un État de cette sous-région-là. D'ailleurs, je crois que... Est-ce que Bazoum était démocratiquement élu quand on sait pertinemment qu'il s'est retrouvé du côté de la France lors de l'entre-deux tours avec son prédécesseur? Mais, rappelons très clairement que Bazoum déjà n'est pas nigérien, il faut qu'on le dise. Il
il est libyen, si je ne me trompe pas. Il a son ethnie ou alors sa communauté se trouve de ce côté-là. Il n'est pas nigérien. D'ailleurs, le peuple nigérien le rappelle, ou a eu à le rappeler, a suffi. Un ensemble d'hommes politiques, même du côté du Niger, ont fait des communiqués, des sorties, même dans ce sens-là. Il faut dire que Bazoum déjà n'est pas nigérien, mais en plus, Bazoum n'est en rien démocrate, parce que quand on voit même la sortie d'un Jupitérien qui aujourd'hui se réclame être président de la France, qui n'a lui également aucune légalité, aucune légitimité, parce qu'il faut le dire, allez taper les propres médias français, vous verrez que les dernières élections qu'ont porté Emmanuel Macron au pouvoir, on a recensé un peu plus de 1700 cas de fraude repartis sur l'ensemble des bureaux de vote du territoire. C'est pour dire que Macron lui-même, c'est un président illégitime parce que c'est la fraude. Il n'est pas arrivé là-bas par les voies démocratiques. Donc, lui-même, il n'a ni la légalité, ni la légitimité. Mais vous voyez qu'un président comme celui-là, qui nous a habitués à des bouts, à chaque fois qu'il sort, parce que chaque fois qu'il fait un discours, surtout concernant l'Afrique, ce sont des bêtises qui sortent de sa bouche. Il nous a dit à Mondo Vision comment le président Mohamed Bazoum était un président élu démocratiquement, parce qu'il faut également comprendre, là, élu démocratiquement, il faut comprendre qu'il y a élu occidentalement. Parce que lorsque vous êtes élu occidentalement, mais c'est ça, choisi là-bas, chez eux, occidentalement, vous devenez démocratiquement élu en Afrique. Donc, lorsqu'il dit donc que Mohamed Bazoum est un président élu démocratiquement, d'ailleurs, il poursuit en disant que c'est un président courageux, qui a su mener les réformes dont son pays avait besoin. Je vous ai démontré ici tout à l'heure que sur le plan économique, son pays est une catastrophe. On comprend très bien qu'en réalité, ce président avait assis son pouvoir sur une certaine crédibilité internationale au détriment de la légitimité de son peuple. La preuve, c'est que vous voyez aujourd'hui comment le peuple dans la rue est en train de, à la limite, je ne veux pas utiliser ce mot, mais de se venger de l'ensemble des membres de son gouvernement. On voit comment la plupart des ministres de Bazoum aujourd'hui sont lynchés dans les rues. Ça démontre à suffire la haine que voit ce peuple-là à ce gouvernement. Et concernant Bazoum lui-même, quand on parle de démocratie, je rappelle que quand Bazoum arrive au pouvoir, quelques semaines plus tard, il est victime lui-même d'une tentative de coup d'État. N'eût été la France, il aurait été débarqué. La preuve, c'est qu'à l'intérieur même du Niger, il y a eu des voix qui se sont levées comme quoi, non seulement les élections avaient été fraudées, parce qu'il faut le dire très clairement, Bazoum n'a pas gagné les élections du côté... c'est pour ça que je vous ai dit que lors de l'entre-deux tours, exactement, il a été adoubé par il n'a jamais gagné les élections, mais à la suite, on nous a dit comment le Niger était un exemple de démocratie et tout ça. Bon, on a cru. Mais la réalité aujourd'hui est tout autre. La preuve, c'est que si véritablement vous êtes élu démocratique, dans une pareille situation, c'est le peuple qui s'élève pour justement vous apporter son soutien et dire aux pseudo-poutistes ou alors soi-disant poutistes que non, nous avons élu ce monsieur, et bien qu'il reste. Alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que non seulement son parti politique, le PNDS, a été saccagé, les membres de son gouvernement sont lynchés. Lui-même, sa survie aujourd'hui dépend de la sécurité que les militaires ont fait autour de sa personne, parce que s'il s'amusait à aller dans les rues, lui-même, il devrait être lynché. Vous comprenez très bien qu'il n'y a en rien de démocratie, ou alors le processus par lequel lui, il est arrivé au pouvoir n'est en rien un processus démocratique. Et donc, la France n'a pas de leçon de démocratie en Afrique. La CEDEAO, comme la plupart de ces organisations sous-régionales et continentales, n'ont pas de leçon à donner au Niger. Le Niger est souverain, le peuple du Niger est souverain. C'est à eux de définir le modèle de démocratie, le modèle de gouvernance qu'ils veulent pour eux. Pendant ce temps, la CEDEAO continue justement ses menaces, mais aussi le Burkina Faso et surtout le Mali ont fait un communiqué conjoint pour déclarer haut et fort que toute personne, alors si la CEDEAO se levait contre le Niger, qui est un peuple frère, eh bien, eux aussi vont déclarer que diront que cela est une déclaration de guerre. Et ils sortiront entièrement et totalement de l'Estine. Tout à fait. C'est très bien pensé, parce que ça m'amène aujourd'hui à comprendre la stratégie des autorités maliennes. Et là, je confirme que ce sont véritablement des autorités stratèges. Parce qu'à mon temps, j'ai plaidé pour que le Mali sorte de la CEDEAO, mais je vois que les événements leur donnent raison aujourd'hui. Ils ont bien fait de rester, parce que je comprends très bien que le but des autorités maliennes était de faire imploser la CEDEAO de l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Rappelons que la plupart des situations qui portent les militaires au pouvoir avec la volonté populaire sont une conséquence d'un
certain nombre d'échecs de politique publique et de politique de défense qui ont été implémentés de ce côté-là, du fait de la menace terroriste. Et quand on parle même du terroriste, mon très cher frère, je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent aujourd'hui d'aller lire le livre de William Blum. William Blum a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'État voyou, dans lequel il démontre comment des États comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis sont les mêmes aujourd'hui qui ont consacré le terrorisme à l'échelle internationale parce que cela consiste non seulement à justifier leur politique étrangère, mais également sur le modèle économique sur lequel leur État se base pour pérenniser cet esprit hégémon à l'échelle internationale. Et donc, c'est pour dire que les mêmes aujourd'hui qui ont créé cette situation d'insécurité que nous vivons sur le continent ne peuvent pas venir nous apporter le soutien ou alors ne peuvent pas nous aider. La preuve, c'est la multiplicité de bases militaires que nous avons sur le sol africain. Et le Niger aujourd'hui était devenu clairement une base arrière militaire de l'OTAN, qui avait pour rôle de quoi? De justement combattre la plupart de ces mouvements révolutionnaires qui sont en train de se mener dans la bande sahélo-sahélienne, qui mettent en mal les intérêts de la France et des États-Unis sur le sol africain, mais également les permettre une certaine projection en Afrique centrale, dans des pays, par exemple, comme la République centrafricaine, comme le Tchad et peut-être même comme le Cameroun. C'est dit combien de fois le président Mohamed, ou alors c'est le président Mohamed Bazoum, était un mal ou alors était un supplice pour le continent africain. Ce sont des éléments aujourd'hui qui démontrent que nous, les Africains, nous sommes en train de comprendre où sont les enjeux. Parce que quand on voit très bien comment la plupart de ces chefs d'État africains sont en train d'apporter leur soutien au Niger, ça veut dire très clairement que le projet qui est défendu ou alors qui est soutenu par nous les panafricains est en train de porter des fruits, à savoir l'unité de l'Afrique. C'est de ça dont il est question. Lorsqu'on voit très bien comment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont dans un projet fédéraliste déjà qui est visible sur le sol avec les exercices militaires conjoints qui sont menés. Si à ça également vous ajoutez le Niger qui est en train d'arriver à cette porte-là, on voit très bien comment ce que nous sommes en train de prôner au quotidien, à savoir l'unité de l'Afrique, est en train de se constituer de ce côté-là. Et donc, cela va signer le glas et peut-être même la fin de la CEDEAO, qui jusqu'en date aujourd'hui nous a démontré qu'elle était une organisation qui véritablement ne travaille pas dans l'intérêt des peuples, puisque les raisons ou alors sa charte qui consacrait l'unité des peuples, qui consacrait la communion entre les peuples, les liens culturels, parce que c'est un même peuple dans la sous-région. Un job que vous avez au Ghana, le même job vous le retrouvez au Mali, le même job vous le retrouvez au Burkina Faso, le même job vous le retrouvez au Sénégal. Alors, le but de la CEDEAO était de faciliter non seulement les échanges et les liens commerciaux entre ces peuples-là, mais également le lien culturel. Mais la CEDEAO aujourd'hui s'est érigée en organisation de sanctions, un peu nous rappelant ce que nous avons vu du côté de l'Union européenne, parce que avec l'Union européenne, vous vous souvenez encore, avec la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de 2010, où l'Union européenne avait mis la Côte d'Ivoire sous embargo, au point de mettre le pays sous embargo médicamenteux, le droit à la santé. Et malheureusement, ou alors heureusement, 2 années plus tard, en 2012, cette même Union européenne avait été fait prix Nobel de la paix. Et vous voyez que c'est pratiquement les mêmes schémas qui se reproduisent aujourd'hui. Voilà des Africains qui aujourd'hui se plaisent à aller s'acoquiner avec leur bourreau pour demander à ce que leur pays soit bombardé. Et c'est là où je félicite quand même la sortie de Mahamadou Issoufou. Parce que Issoufou a dit très clairement qu'il se désolidarise de ces Africains-là ou alors de ces personnalités qui sont en train de demander à la France d'intervenir au Niger, que le Niger n'a pas besoin de ça. Au moins celui-là a eu du courage. Bazoum aujourd'hui refuse de signer sa démission parce que très clairement, il compte encore, il espère encore sur le soutien de ses maîtres occidentaux pour revenir au pouvoir. C'est triste, c'est la réalité africaine, mais Dieu merci, nous sommes préparés à ça et nous espérons, nous croyons très fermement que les jours à venir seront les meilleurs. Les informations nous parviennent de gauche à droite. Charlie Kenyei, il y a également que la France déclare qu'elle ne veut pas perdre le Niger. La question des Africains, c'est pourquoi? Simplement parce que nous savons aujourd'hui très bien que 70% de la production énergétique de la France, c'est-à-dire que sur l'ensemble de ces 56, je crois, stations nucléaires, vous allez me rappeler, centrales nucléaires, autant pour moi, oui. Les 56 centrales nucléaires que compte la France, vous avez 70% de la production qui dépend de l'uranium qui vient du Niger. Et donc, très clairement, le Niger est d'une importance capitale, voire même stratégique pour la France. La France ne saurait aujourd'hui continuer à donner de l'électricité aux ménages, ne saurait aujourd'hui continuer de fonctionner sans justement l'approvisionnement en uranium qui vient du Niger. Mais la réalité également, c'est que non seulement la plupart, alors 70% de la production en énergie de la France provient du Niger, mais la France, clairement, à la limite, vole cet uranium-là parce qu'elle ne paye pratiquement pas ce qu'elle prend du côté du Niger. Si vous analysez très bien, vous observez que vous avez des villes, par exemple, comme la ville de Marseille, parce que la ville de Marseille, en France, à elle seule,
utilise l'énergie de pratiquement 5 États africains. Or, nous savons très bien que la production, comme la transformation et donc l'économie de la France est fortement dépendante de l'énergie. Donc, si aujourd'hui, vous arrivez à bloquer cet approvisionnement-là, on comprend très bien que c'est toute l'économie française qui sera mise au sol. Ça fait doublement mal. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chaque année, la France exploite 7000 tonnes en provenance du Niger. Mais les mêmes analystes vous disent que pour électrifier tout le Niger, il faut à peine 100 tonnes. C'est-à-dire que voilà un pays qui donne à un autre pays, à savoir la France, gratuitement, par le vol, par le pillage, 7000 tonnes d'uranium par an, et pourtant, pour alimenter en électricité ce pays-là, il faut à peine 100 tonnes. C'est de la criminalité, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la France aujourd'hui ne saurait se départir du Niger, parce que c'est un pays qui a d'une importance capitale pour son avenir, pour son devenir, et pour ce qu'elle aujourd'hui veut représenter à l'échelle internationale. Pour sortir de cette édition, vous qui êtes ce géostratège, est-ce que la France, avec la complicité de la CEDEAO et de certains chefs d'État africains, pourrait bombarder la présidence nigérienne pour libérer Mohamed Bazoum? À mon humble avis, c'est une possibilité. C'est une possibilité et c'est une probabilité également, parce que nous sommes encore là en sécurité ou en défense. Le risque zéro n'existe pas, tout est possible. Le rôle maintenant des agents, des experts ou bien des stratèges, c'est de travailler de nature à réduire au maximum les opportunités qui s'offrent à l'autre de pouvoir passer à l'acte. Donc, nous savons très bien que au soir, ou alors le lendemain du soir où l'ancien président Mohamed Bazoum était pris, la France a convoqué une réunion de crise à l'Élysée, dans laquelle il y avait deux options qui étaient utilisées sur la table. La première consistait justement à faire entrer à l'intérieur du Niger un certain nombre de forces spéciales sur ce qu'on appelle les opérations de faux drapeau, c'est-à-dire qu'avec les couleurs, les effigies de l'armée nigérienne, comme quoi il s'agirait d'un groupe dissident au sein de l'armée nigérienne qui aurait pris les armes pour établir ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel. Ça, c'était la première option. La deuxième option également consistait à recruter au sein du CNSP, c'est-à-dire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de recruter un certain nombre de subjectifs de nature à les retourner contre le mouvement pour faire imploser le mouvement de l'intérieur. Et justement, c'est cette optique-là qui paraissait la plus probable. C'est, comme vous le rappelez encore, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à ce jeu-là, beaucoup de recruteurs de la DGRE qui également opéraient au sein de la force Barkhane présente du côté du Niger, comme au sein de l'ambassade de France du côté du Niger, se sont mis à la table, ont commencé à travailler dans ce sens-là. Ils ont eu à recruter, on rappelle encore le commandant adjoint de la garde nationale qui fait partie des gens qui ont signé le communiqué autorisant la France à faire des frappes contre la présidence. Donc c'est une optique qui aujourd'hui oblige les autorités nigériennes à véritablement travailler sur ces éléments-là. Et moi, dans une de mes sorties, j'ai rappelé à Sophie que l'idée du couvre-feu n'est pas bien, parce qu'en installant le couvre-feu, vous rendez les villes désertes et vous facilitez une opération militaire des forces spéciales pour justement rétablir Mohamed Bazoum. Donc, il faut laisser les populations dans la rue, mais il faut être beaucoup plus dur, beaucoup plus décisif. Le cas, par exemple, alors de l'aéronef, du cargo militaire A400M qui a eu atterri au niveau de l'aéroport de Niamey entre 5 et 6 heures est une faille de sécurité pour des autorités comme celle-là. Ce sont des militaires, ils doivent être plus stratèges que ça. Parce que lorsque vous fermez les frontières aériennes, maritimes et terrestres, directement les pistes d'aéroport, vous les bondez de véhicules pour empêcher tout avion ou tout aéronef de décoller ou alors d'atterrir de votre sol. C'est comme ça marche. Ce sont des principes de B.A.B.A., de stratégie qui aujourd'hui obligent les autorités à véritablement copier le modèle malien. J'aime souvent le dire, le Mali est un cas d'école. Copier ce qui s'est passé au Mali pour être sûr que cette révolution arrive à son terme. Mais également le jeu trouble de la CEDEAO. Parce qu'on a envie de se poser la question, à quoi bon avoir appelé un État comme le Tchad, qui déjà ne fait pas partie de cette communauté, mais en plus, il faut le rappeler, donc celui qui a été appelé aujourd'hui comme médiateur est un militaire. Et vous avez vu très bien que lors de sa rencontre avec le président Mohamed Bazoum, il a vite fait de publier les photos qui justifiaient son intégrité physique. Mais ce qu'on ne veut pas dire également, c'est qu'en cas de frappe de la France et de ses alliés-là contre la présence du Niger, principalement ou alors prioritairement, il faut ce qu'on appelle la géolocalisation. Et aujourd'hui, connaissant très bien que le président du Tchad, Idriss Déby, est un militaire, c'est des éléments qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise très bien pour les avoir reçus comme formation. Et donc, il faut également comprendre que si ils ont accepté que le président tchadien vienne rencontrer l'ancien président Mohamed Bazoum, il faut également savoir que lui-même également il venait en espion parce qu'il venait géolocaliser la position du président. Intelligemment, ce qu'ils doivent faire, c'est changer la position du président et c'est ce qu'ils doivent faire en permanence. Le président ne doit pas rester dans un lieu statique. En permanence, il doit être mobile pour faire en sorte que les éléments et les pistes se brouillent pour empêcher une quelconque frappe contre la présidence parce que rien ne les garantirait que véritablement le président s'y trouve. Merci à vous, Charlie Kane, d'avoir été de notre. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée en espérant vous retrouver très prochainement.